Donc Vanessa Nikolasic est doctorante en études cinématographiques à l'Université de Rennes, sur la direction de Gilles Moëllic. Son sujet de thèse porte sur les modalités de fabrication, de production et de diffusion des pratiques artisanales du cinéma entre 1974 et 1991, alliant une approche génétique, esthétique et historique. Cette recherche s'inscrit dans le prolongement d'un précédent mémoire autour de la méthode de création du cinéaste Jean-Daniel Paulet. Par ailleurs, elle a travaillé sur les conditions d'émergence et de développement du format Super 16 dans le cadre d'une mission TECNES. Je vous souhaite la bienvenue. Je la laisse vous dire le titre de la communication. Merci. Merci, merci à vous, merci à l'organisation et puis à l'accueil aussi chaleureux. Et donc cette communication, elle est en lien avec cette recherche justement sur le Super 16 et elle est faite en collaboration avec Vincent Sorel qui apparaît ici et son travail sur l'éclair 16. Donc c'est une espèce de réunion de nos recherches précédentes qui nous ont conduit à proposer une réflexion sur une prémisse comme ça d'une archéologie de la Aton 7. À partir donc, de 1974, la jeune société Aton, fondée en 1971, commercialise sa première caméra 16 mm, ici. Comme le souligne un article paru dans la technique cinématographique en 1973, intitulé « La Aton un peu plus qu'une caméra », si elle possède, je cite, des caractéristiques générales voisines des autres modèles 16 mm, ce qui la distingue, je cite encore, c'est le creux que forment le magasin et le corps de la caméra, et qui permet de caler et d'équilibrer la caméra sur l'épaule. À cela s'ajoute une poignée placée sur une tige et qui laisse la possibilité au filmeur d'ajuster la distance en fonction de sa morphologie. Une part apparente de la réussite du design de la Aton 7 et sur lequel l'entreprise va développer ses arguments à la fois techniques, esthétiques et publicitaires, consiste donc à incorporer ce qui jusque-là étaient des accessoires, des éléments externes aux appareils de prise de vue professionnels, à savoir la crosse-épaule ou encore la batterie ou la poignée. Afin d'historiciser ce processus d'incorporation et d'insertion, de stylisation, nous reviendrons donc sur la conception de l'éclair 16, puis de l'ACL, dont la Aton 7 tient son origine directe. En effet, les concepteurs donc, de la Aton, Jean-Pierre Boviala, Jacques Lecoeur et François Wellers, ont joué un rôle important dans la fabrication de ces deux caméras de reportage produites par Éclair, donc l'éclair 16 et l'ACL, et ils vont s'appuyer sur ces expériences précédentes lors de la conception de la Aton 7. Toutefois, il ne s'agira pas d'envisager ces caméras antérieures comme la préfiguration du chat sur l'épaule, donc de la Aton 7, mais de comprendre à quoi répondent les transformations techniques apportées par l'éclair 16 et l'ACL, pourquoi elles sont déterminantes, quels problèmes font obstacle à des modifications ergonomiques, ou encore vers quel imaginaire de portabilité sont tournées leurs conceptions. Cette étape nous permettra de mieux saisir les conditions de possibilité techniques qui ont permis à Aton de concevoir et de promouvoir une caméra dont le design s'adapte au corps. Si la relation entre les organes de fonctionnement de la caméra sont déterminantes dans la conception ergonomique, notre hypothèse repose sur l'idée que la conception de la Aton 7, conception ergonomique et des autres modèles qui vont en découler, la LTR puis la XTR, ne se limite pas à une amélioration utilitaire, mais repose aussi sur un enjeu, voire une stratégie identitaire. Donc un peu dans la continuité. En 1966, dans l'émission télévisée Caméra Stylo, le cinéaste italien Mario Ruspoli désigne la question du portage, je cite, comme un enjeu majeur vers lesquels les améliorations des caméras professionnelles doivent se tourner. Les caméras dont nous avons besoin pour faire notre travail sont trop lourdes et présentent toutes sortes d'inconvénients. Le principal inconvénient qu'il y a dans les caméras actuellement, c'est qu'elles se portent difficilement. C'est la question du portage. Pour les gens qui font du reportage, les gens qui doivent courir avec une caméra, qui doivent monter les escaliers en filmant, faire toute cette technique moderne que nous avons fait nous-mêmes, nous avons les bras cassés à force d'avoir des outils beaucoup trop lourds. Il précise, toujours dans le même extrait, que la légèreté autour de 5 kg au maximum et le silence de la caméra sont des conditions essentielles, puis il ajoute le lieu idéal du corps, c'est-à-dire l'endroit le plus stable, à partir duquel l'ergonomie des caméras devrait être pensée, c'est-à-dire l'épaule.
Elle doit être équilibrée sur l'épaule, de manière à ce que l'on ne sente pas son poids. La seule partie du corps qui ne bouge pas quand on avance, on peut arriver du moins à la contrôler, c'est l'épaule. Si une caméra pouvait s'appuyer sur l'épaule, avoir une sorte de forme qui la fasse s'encastrer sur l'épaule, il y aurait du caoutchouc mousse qui empêcherait naturellement la caméra de peser trop lourd et que cette caméra déborde peu du visage de l'opérateur, qu'elle soit suffisamment basse pour regarder dessus et que la lunette de visée soit placée au-dessus de manière à ce que l'on ne se trouve pas dans cette position, vers l'arrière, avec le caméraman qui porte un poids terrible, eh bien je crois que la plupart des problèmes seraient résolus. À travers les mots et les gestes de Ruspoli, se dessine une caméra étalon, proche de l'ergonomie proposée par la Tunset 6 ans à peu près plus tard, où chaque accessoire en base, visée, poignée, est pensé et coordonné autour de 3 points de contact essentiels, l'œil, la main et l'épaule. C'est un petit triangle pour le préciser. Au-delà de cette image, cet archive audiovisuel nous révèle d'abord un problème, celui de l'équilibrage des caméras légères et une conception du porté qui déplace le point d'équilibre non plus devant l'épaule, comme le propose l'Éclair 16 à l'époque, mais sur l'épaule. Cet extrait du brevet de l'Éclair 16 de 63 décrit la disposition du moteur devant l'épaule de l'opérateur et l'intérêt ergonomique de son emplacement. Le moteur entraînant l'obturateur est disposé au-dessous de la caméra de façon à venir se placer devant l'épaule de l'opérateur quand le magasin disposé à l'arrière de la caméra repose sur l'épaule et il contribue à assurer un bon équilibre d'appareil au cours de l'enregistrement. Précisons également que l'Éclair 16 est équipé d'un magasin coaxial, entraînant les bobines réceptrices et distributrices sur le même axe. De taille plus réduite, le magasin ne dépasse pas la tête de l'opérateur, comme l'exprimait Ruspoli précédemment. Cependant, entre la conception de l'Éclair 16 et ses utilisations postérieures, ce qui est conçu et pensé comme un apport ergonomique devient un problème pratique, lié notamment aux exigences des techniques modernes, comme le dit Ruspoli, de reportage, et aux séquelles physiques occasionnées par des gestes tenus dans la durée et en situation de mobilité. Aussi, à plusieurs reprises, dans un rapport du séminaire Éclair International du 11 et 12 octobre 1966, différents agents de la société, qui relaient notamment les problèmes rencontrés par les usagers, soulignent la nécessité d'améliorer la portabilité de l'Éclair 16. Plus particulièrement, le poids dû au type de moteur apparaît problématique. Le poids de l'Éclair 16 dépend surtout du moteur. Pourquoi ne pas prendre un autre moteur que le Perfecton, dit M. Mel. En effet, l'Éclair 16 a connu plusieurs versions de moteur et de fabricants différents. Le moteur à palier proposé par la firme suisse est à courant continu 12 volts, interchangeable et amovible, mais toutefois, il reste trop imposant et ôte de la mobilité à la caméra. Toujours en 1966, soit donc 3 ans après la mise en production de l'Éclair 16, le cinéaste Michel Brault rencontre François Wohlers. Celui-ci est alors administrateur technique chargé du matériel de prise de vue aux actualités de la RTF et à ce titre un interlocuteur privilégié d'Éclair. À cette occasion, ils cherchent des possibilités, tous les deux, pour compenser le déséquilibre de l'Éclair 16 causé par le moteur. Le croquis de François Wohlers, que vous voyez sur la gauche, précise le croquis de Michel Brault sur la droite, en l'adaptant à la morphologie de l'Éclair 16, et il nous montre comment l'emplacement du moteur gêne, puisqu'il est placé sous l'embase, gêne la portabilité et gêne aussi la possibilité de changer l'ergonomie. Ici, le poids repose essentiellement sur le bras de l'opérateur. Aussi, Brault propose l'ajout d'une poignée adaptée à la main, placée sous la caméra et qui reprend les formes de la main. Il réalise également le croquis d'une crosse à la fois ventrale et dorsale, accessoire qui a pour but de répartir le poids pour alléger l'opérateur, plus disponible pour manipuler la caméra. Si les propositions avancées par Brault cherchent à compenser ce déséquilibre vers l'avant, présent sur l'Éclair 16 comme sur l'Ari 2, celle-ci révèle également un premier obstacle technique à surmonter,
à savoir la taille, le poids et l'emplacement du moteur. Je suis en retard sur mon... Voilà, donc ça c'est une photo de l'éclair 16 où on voit justement l'emplacement du moteur. Après avoir mis ses compétences en électronique au service de l'éclair 16, Jean-Pierre Boviala met au point pour l'ACL, donc l'autre caméra produite par Éclair, il met au point le moteur Miala en utilisant un moteur à champ tournant biphasé qui est fabriqué par Thomson CSF. Et celui-ci a l'intérêt de réduire la consommation d'énergie et de bruit. Et il est désormais possible d'intégrer la petite batterie enfichable sur la caméra et d'utiliser un matériau phonique un peu moins important, donc moins lourd. Avec ce gain de poids et de place, il n'est plus nécessaire de porter une ceinture de batterie, comme c'était le cas par exemple sur l'éclair 16. Alors, on n'a pas pris en compte cette dimension-là, mais la question des recherches sur la portabilité est extrêmement liée à la recherche de synchronisation. Donc, toutes ces améliorations sur le moteur sont aussi liées à l'idée d'avoir une caméra plutôt auto-silencieuse, enfin, vers plus silencieuse, disons. L'introduction d'un système électromagnétique donc, sur l'ACL a permis de modifier puis de déplacer le moteur. Celui-ci, plus compact et plat, est positionné sur le côté. De fait, l'embase est libérée et le portage se fait à partir de l'assise du corps du magasin. Pour équilibrer la caméra et faciliter les manipulations de l'opérateur, c'est l'utilisation d'une crosse-épaule qui est préconisée dans un rapport établi par Jean-Philippe Carson en 1969. Nous estimons qu'il est possible de concevoir un système de maintien de main plutôt stable autour d'un coussin velcro, sur la base du magasin correspondant à un patch d'accouplement sur l'épaule de l'utilisateur qui permettrait à l'opérateur de tenir la caméra avec son pouce sur une barre sous l'objectif, ce qui permet au doigt de se reposer sur les commandes de zoom et de mise au point. La crosse épaule apparaît ici comme un objet de médiation entre le corps et la caméra, et l'utilisation du terme patch d'accouplement traduit cette idée d'une rencontre déjà naturelle entre deux corps, machiniques et humains, d'autant ce simple accessoire d'un supplément de technicité au sens où l'entend Gilbert Simondon, que je cite. La technicité de l'objet est donc plus qu'une qualité d'usage. Elle est ce qui, en lui, s'ajoute à une première détermination donnée par un rapport de forme et de matière. Elle est comme l'intermédiaire entre forme et matière. Dans ce système de maintien, si l'épaule devient un point de contact essentiel, la main y occupe une place privilégiée, notamment pour conduire ou tenir l'appareil. Toujours dans le même rapport, Carson précise, avec la configuration actuelle, il ne fait aucun doute que la méthode de maintien de la main la plus pratique que nous ayons trouvée est de reposer la caméra sur la paume ouverte, comme si on tenait un javelot avant de le lancer. Cela place les doigts vers l'épaule sous la partie forte du magasin. La référence au javelot proposé par Carson suggère d'une part ce qui a présidé à la conception de cette caméra, à savoir la légèreté et la miniaturisation. Et à ce titre, précisons que l'ACL, dont j'ai pas donné l'ACL, c'est la diminutive donc de Austin, Lecoeur, Austin, Lecoeur, les concepteurs de cette caméra, qui se nommait au début la Mini 16. D'autre part, cette analogie au lancer de javelot convoque un autre imaginaire de portabilité, ce mouvement de l'arrière vers l'avant, possible grâce à une embase plate, propose une mobilité plus aisée, tout en conservant l'idée et l'image d'un élan présent sur l'éclair 16 déjà. L'extrait d'un compte rendu de réunion établi par François Wevers la même année appuie cette comparaison entre outils de prise de vue et instruments de chasse. Dans la rubrique esthéticien, les propos de Boviala comparent la caméra à une arme. Je cite, « Il faudrait conserver le caractère agressif de l'appareil ». Alors qu'un second rapport proposait à la rubrique portabilité 2 poignées visant à renforcer la stabilisation en corrélation avec la manipulation de l'opérateur, lors de sa conception, l'ACL ne reprend pas la poignée sur le dessus, qui est présente sur l'éclair 16. En revanche, elle se munit d'une poignée en dessous, qui n'épouse toutefois pas la forme des doigts proposés par Michel Brault dans le document précédent. Lisse et droite, son esthétique répond davantage à l'image de la caméra revolver.
Et j'ai mis 2 extraits de la même mission Caméra Stylo où André Coutan, mime, raconte ce qu'il entend par caméra revolver en mimant le geste du filmeur. L'ACL propose donc une autre ergonomie, possédant son propre imaginaire, et il serait réducteur de la concevoir comme un objet technique inachevé entre l'éclair 16 et la Aaton, ne répondant pas à la conception d'une stabilité parfaite de la caméra sur l'épaule. De plus, certains problèmes persistants sur l'ACL, notamment le miroir oscillant, le bruit ou l'absence de contre-griffe, sont également liés à la politique générale industrielle d'éclair à cette période, une sortie précipitée de la caméra, une dispersion du bureau d'études, des éléments qu'évoque une lettre de Jacques Lecoeur et de François Wöhlers en août 70 adressée à M. Commun. D'un point de vue technique, l'ACL représente une étape importante. Le moteur à champ tournant qui a été mis au point par Éclair pour entraîner les magasins 120 mètres de l'ACL va ensuite être adapté à la Aaton. Toutefois, pour atteindre un équilibre stable sur l'épaule, les concepteurs d'Aaton vont devoir résoudre des problèmes posés par le positionnement des visées, comme le notait Ruspoli précédemment. Jusqu'alors, celle-ci poussait le corps de l'opérateur vers l'arrière. Le rapport de distance entre l'embase et la visée joue donc un rôle important en termes d'ergonomie. Or, ce point reste problématique lors de la fabrication de l'ACL. Un rapport présent dans le fonds Boviala, établi en août 69 à la suite d'essais avec un magasin de 60 mètres, précise que la distance entre la base du magasin et l'axe oculaire de la loupe est trop courte et oblige l'opérateur à prendre une position fatigante, qui compromet donc la stabilité de la caméra. Il faudrait donc surélever l'oculaire de la loupe. Afin de reculer en quelque sorte le centre de gravité de la caméra au niveau de l'épaule, la Aaton 7 positionne la sortie oculaire en avant du plan de l'image. La visée, grâce à la qualité des polis notamment, va d'abord vers l'avant, puis elle revient sur le côté, puis en arrière. Le point d'équilibre se situant dans le creux, le poids du corps de la caméra à l'avant est compensé par celui du magasin à l'arrière. Modifiant le point d'appui de l'ACL, la Aaton incorpore ainsi l'accessoire détachable, la crosse épaule dont je parlais précédemment. Enfin, en proposant les poignées du dessus et du dessous ajustables avec interrupteur, la Aaton 7 reprend le système de prise en main déjà envisagé pour l'ACL. Mais si ces ajouts ergonomiques représentent des avantages certains en termes de portabilité, ils sont dans le même temps des arguments qui répondent à un enjeu identitaire. Et au-delà du confort et de la nécessité de stabiliser l'outil, en quoi le creux devient-il peut-être une stratégie identitaire ? Dès la conception de sa caméra, Aaton cible non pas le marché amateur ou semi-professionnel, mais bien les secteurs professionnels du cinéma et de la télévision, dans la lignée du succès international de l'éclair 16. De plus, ce marché est particulièrement concurrentiel au début des années 70. Les caméras légères sont équipées de moteurs électroniques et tous les discours publicitaires prennent en compte la question ergonomique. J'ai mis un extrait d'un tableau où on voit bien que la silhouette, le porté, le posé, l'équilibre, tous ces éléments font partie des critères pour les caméras légères de cette époque. Pour affirmer son identité, l'adaptabilité prônée par Aaton conjugue toujours la fonctionnalité et une esthétique qui la distingue de ses concurrents. La Aaton 7, en fondant son argument à partir du chat sur l'épaule, prend par exemple le contre-pied de Larry 16 SR. Le discours promotionnel de cette caméra allemande repose sur une symétrie parfaite, l'aspect compact ou encore l'adaptabilité au corps grâce au viseur mobile. De plus, l'analogie du chat, proposée encore par Carson, affirme une évidence. La caméra devient un objet accessible comme l'animal, elle vient se placer tout naturellement sur l'épaule de son maître. La posture met ici en valeur la naturalité du geste de filmer à l'épaule. Par ailleurs, le creux, tout comme la forme et la matière de la poignée, inscrivent une réalité
souvent occulter la dimension relationnelle et affective qui existe entre les cinéastes et leurs outils. L'éclair 16 proposait déjà un moulage partiel de la main, un peu moins ergonomique. La poignée de la Aton 7 représente la forme d'un point fermé. Se substituant au métal habituellement utilisé, elle est sculptée dans du bois de noyer. Cette matière précieuse, qui connote un caractère artisanal, joue sur l'aspect visuel, l'élégance de l'objet, ou encore tactile, le contact chaud du bois. En outre, ce choix permet également à Aton de se démarquer, puisque la Reflex présente à la même année, à la Photokina de 72, une poignée de forme similaire, ainsi que la Panaflex. Dans le même temps, la Aton 7 s'éloigne de l'ergonomie des caméras Super 8, par exemple avec leur poignée de type gâchette, opposant le geste amateur à celui du professionnel. La caméra est guidée doucement, sans bosse, même en cas de changements abrupts de direction. Cet argument publicitaire prône ici un style fluide et in fine une qualité d'image liée à la stabilité de l'outil. Plus particulièrement, c'est le point d'appui proposé par le rapport entre le creux et la visée qui apparaît notable. Un extrait d'un rapport de la CST d'août 73 souligne que la position sur l'épaule permet d'obtenir un certain appui auprès de la tête de l'opérateur. Tandis qu'un article de la technique cinématographique en 73 précise, je cite, que la visée déportée vers l'avant par rapport aux autres caméras permet à l'opérateur de guider la caméra avec la tête. Si la position du creux et de la visée facilite les mouvements horizontaux et panoramiques de la tête, en situation de mobilité, elle nécessite, voire exige, un apprentissage et un entraînement physique, noté dans ce compte-rendu de la CST, que Jean Rouch ou Yann Lemasson associent aux pratiques yogistes ou plus généralement sportives. Nous donnons un enseignement type yoga pour apprendre aux gens à se mouvoir avec une caméra naturellement et n'importe où. Et justement, certaines techniques risquées, comme la caméra revolver par exemple, sont facilitées par le Super 8 amateur. Jamais un opérateur professionnel ne s'y aventurera en 16 mm, parce qu'il risque sa situation et sa carte. Ou encore, Yann Lemasson, les excellents apprentissages pour obtenir les qualités physiques et psychologiques d'une caméra à vif, ce sont la danse pour le tempo, le tir à l'arc ou à l'arme à feu pour l'acuité, le yoga pour l'immobilité et l'aviron pour la musculation. Enfin, toujours d'un point de vue des techniques de tournage, le creux incorpore le mouvement dialectique constitutif de l'acte de filmer. La taille basse du corps de la caméra permet de voir par-dessus, libérant les mouvements de l'œil. De plus, dans des situation d'entre-deux prises, entre guillemets, le creux permet de garder la caméra sur l'épaule, évitant de la poser par terre. Une photo de Van der Keuken qui la maintient en retrait, en équilibre, entre deux prises. En intégrant les moments où l'on filme et ceux où on ne filme pas, l'ergonomie de la Aton 7 médiatise la nature d'une rencontre entre un corps filmant et une situation filmée, déterminée également par ses modalités d'enregistrement. Une préoccupation antérieure aux outils numériques où les pratiques, notamment documentaires, se construisaient à partir de cette dialectique. J'en arrive à ma conclusion. Avec cette première caméra, la société Aton se fait donc une place au sein du monde industriel des appareils de prise de vue professionnels 16 mm, en effectuant en quelque sorte une synthèse des problèmes posés et des solutions apportées par l'éclair 16 et l'ACL, entre autres. La Aton s'inscrit dans une tradition industrielle française. La télévision constitue le premier marché de la société. Les cahiers de la CFP notent en 1974 que le service logistique de l'ORTF, je cite, « à la recherche d'appareils plus légers, plus maniables, mieux équilibrés pour un travail de caméra portée, s'y intéresse et achète la numéro 1. » Comme le mentionne un rapport d'activité dans le fonds Boviala, ce sont également les 4 prototypes utilisés par l'ORTF et l'activité des moteurs à quartz qui maintiennent les activités de la société à ses débuts. Le creux répond donc à un enjeu de portabilité, tout en contribuant à construire l'identité de la Aton 7 au sein d'une histoire technique et esthétique, celle du cinéma direct, du cinéma de terrain, comme dit Boviala, où les appareils de prise de vue et de son cherchent à être de plus en plus en prise avec la réalité. En posant la technique
la technicité de l'outil à partir du geste, la caméra devient ici un objet esthétique, me semble, pour reprendre la définition proposée par Gilbert Simondon, c'est-à-dire un mixte qui appelle un certain geste humain et qui contient, pour satisfaire ce geste et lui correspondre, un élément de réalité qui est le support de ce geste. L'objet esthétique est à la fois objet et sujet. Il attend le sujet pour le mettre en mouvement et susciter en lui, d'une part, la perception et d'autre part, la participation. L'attention portée au traitement esthétique et les discours relatifs à la prise en main comme à la mise sur l'épaule convoquent l'idée d'une relation dynamique unissant le corps et la caméra. Tandis que la caméra s'électronise, que certains organes sont automatisés pour soulager l'opérateur, notamment la visée ou encore les interrupteurs sur la poignée. Ces arguments, portés notamment par l'imaginaire de l'animalité ici, cherchent à inscrire du contact, du geste entre l'homme et l'outil autant que de la maîtrise. Ce processus d'incorporation et d'insertion induit une technique du corps qui s'affirme d'autant plus naturellement à un moment où les pratiques du direct sont à leur apogée. Aussi, en 2012, lors de 2 entretiens réalisés par Vincent Sorel, les opérateurs belges Benoît Dervaux et Raymond Frovon soulignaient que le creux pouvait faire obstruction à certains mouvements, verticaux notamment. A contrario, une embase horizontale et lisse, telle que le propose la Reflex par exemple, offre davantage de mobilité pour les opérateurs, enfin pour eux, en permettant de glisser plus facilement l'appareil sur l'épaule. L'épaule comme lieu privilégié est une conception historique et l'ergonomie de la Aton 7 en est une expression. Si le creux sera repris par la Betacam de Sony, la société Aton va développer par la suite d'autres formes de caméras, la Minima par exemple, dont la taille, le poids ne nécessitent plus de s'appuyer sur l'épaule contre la joue, ou encore la Pénélope dont l'embase est plate. Voilà, merci. Donc, je suppose que vous avez des questions. Sinon, moi, j'en ai, bien entendu. Il y a Philippe, déjà, toujours J'ai vif. déjà monopolisé le micro, oui. Vas-y, c'est parfait. J'aurais 2 petites questions. Vanessa, tu avais mentionné l'importance du son synchrone, et donc Denis nous en a parlé un peu, mais je me demande si tu aurais quelque chose à rajouter là-dessus ou si tu avais quelque chose que tu voulais dire là-dessus. Et parallèlement, mais c'est un peu question de vous permettre d'en dire un peu plus sur vos sujets, parce que 25 minutes, c'est jamais assez. Mais donc, Denis, tu as mentionné le retour vidéo que tu as dû couper parce qu'on n'avait pas assez de temps, mais je te donne donc l'opportunité d'en parler si jamais tu avais quelque chose d'intéressant à nous dire là-dessus. Du coup, merci pour l'opportunité. Alors, j'en ai profité pour glisser un petit mot quand même à la fin, j'ai pas pu m'en empêcher. Mais voilà, en fait, il y avait cette idée. Après, là, je pense que toi, tu as dû le lire dans les archives, mais cette idée qui avait été développée entre Jean-Pierre Boviala et c'est bien Jean-Philippe Carson, effectivement, de créer une chaîne, une nouvelle chaîne entière en fait de filmage, donc qui partait de la prise de vue jusqu'à la diffusion. Tu n'avais pas travaillé là-dessus, peut-être Alexia a travaillé un peu là-dessus. Enfin bref, l'idée en fait, de revoir la manière de penser la chaîne de création cinématographique en intégrant dès l'origine la possibilité de partager avec les gens. Donc en fait, c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure, hein, mais il y avait toujours cette idée de pouvoir faire ça au milieu de la jungle. Le vocabulaire était assez... il parlait en fait, de ciné-guérilla. Voilà, en fait, l'idée, c'était de pouvoir aller au milieu de... typiquement, à l'époque, c'était l'Amérique du Sud, de pouvoir tourner avec les gens, de leur montrer dans la journée, d'avoir leur retour. Voilà, cette idée, c'était de partager. Et donc, ce retour vidéo était une manière de regarder les films lorsqu'on ne pouvait pas les développer rapidement. Voilà. Et mais évidemment, ça arrangeait beaucoup la télévision parce que ça permettait à beaucoup de gens de vérifier en fait, simplement de surveiller. Par exemple, le producteur pouvait surveiller ce que faisait le cadreur. Et, et donc, on retrouve dans les discours de Boviala une vraie véhémence par rapport à cette pratique. Donc, lui, il dit voilà, en fait, c'est une pratique de surveillance. Ça fait que une équipe cinématographique, enfin de tournage, elle doit reposer sur voilà, la confiance, sur une osmose. Et là, en fait, on se retrouve à surveiller ce que fait l'autre, au lieu voilà, que ça circule. Et donc voilà, il y avait l'idée, lui il disait, ça devait surtout pas servir à ça. Mais voilà, évidemment, après, il faut confronter.
question du son, je pense que... Ce que j'ai voulu juste préciser, mais je ne pouvais pas rentrer dans... ce que j'ai voulu dire, c'est que au moment où... En fait, j'ai essayé de montrer le processus, c'est-à-dire pour creuser la caméra, il fallait déplacer le moteur. Et que le moteur donc, de Thomson, donc les circuits électroniques, tous ces éléments-là ont permis donc, de déplacer le moteur, mais c'est aussi des recherches après techniques qui ont aussi été liées à l'idée d'avoir une caméra plus silencieuse, donc d'un son synchrone, c'est-à-dire qu'on enlève le fil qu'on voyait dans la méthode, et on a un circuit d'asservissement qui permet d'avoir un synchronisme son image sans le fil. Donc ce que je voulais juste dire, c'est que la question de la portabilité de la caméra, de la mobilité, elle est liée, comme on l'a vu avec méthode 1, à cette idée d'enregistrer la parole et l'image dans le même moment, dans l'instant, quoi. Voilà, c'était juste un détail, quoi. Marion Froger. Moi, j'ai beaucoup aimé les aspects imaginaires de vos interventions, tous les deux. Et j'aurais aimé savoir simplement votre impression sur, par exemple, au même moment qu'effectivement Bogala réalise et conçoit la Aton, aux États-Unis, on conçoit la Steadicam, et qui est aussi une caméra portable, qui utilise le corps aussi pour faire du tournage mobile, extérieur. Il n'y a peut-être pas forcément la question du son qui est aussi importante que dans celle que vous avez soulevée. Mais je me disais, l'imaginaire du corps est complètement différent, à mon avis, entre les deux systèmes, entre un corps qui est neutralisé par la Steadicam, c'est-à-dire qu'on conçoit son tremblement, ses soubresauts comme des bruits à réduire, comme des choses à abolir. Et donc, on veut transformer le corps au service, on met le corps au service de la machine, alors que j'ai l'impression, dans ce que vous disiez là, il y avait une glorification du corps plutôt, c'est-à-dire qu'on insistait sur le corps du preneur d'image qui devenait un corps glorieux à travers le fait qu'il s'appareillait avec cet instrument-là. Il devait, je ne sais plus ce que vous disiez tout à l'heure sur il devait faire de l'aviron, je ne sais pas, vous aviez énuméré toutes sortes de javelot, enfin bon, il devait être chasseur, enfin, bon, il y avait toute cette... donc j'aimerais simplement vous entendre sur cette question imaginaire autour du corps et autour de la fait que ça correspond à deux inventions complètement différentes, de deux caméras portables qui pourraient avoir finalement à la base la même fonctionnalité, mais qui en fait se trouvent être à la fois d'un point de vue technique et d'un point de vue artistique, esthétique, etc., être utilisées de manière complètement aussi différente, avec peut-être deux cultures différentes, techniques aussi, je ne sais pas. J'ai fait qu'esquisser, mais ce que je trouvais, ce qui est intéressant dans la portabilité de la Aton, en fait, c'est que et Rouge le suggère, c'est-à-dire et puis il y a cette idée qui est importante, c'est une caméra qui pour les professionnels, donc il y a la nécessité d'avoir une qualité d'image. Et Yann Lemasson, il a des très belles formules comme ça, mais c'est une caméra qui nécessite d'avoir une technique corporelle pour acquérir le geste du filmé, mais qui met en avant donc évidemment le corps. C'est un regard corporel, mais faut acquérir aussi cette capacité comme ça à se mouvoir dans l'espace. Comme on voyait déjà, c'était un sacré challenge dans méthode 1 de suivre un travelling, enfin un mouvement d'accompagnement en marchant, parce que c'est quand même c'est comme des caméras certes légères, mais ont un certain poids. Et la Aton, il y a ce que je trouve intéressant dans la Aton, peut-être, et elle arrive à se différencier comme ça, peut-être, c'est qu'elle est dans cet entre-deux. Le chat, c'est celui qui est au repos et à l'affût. Voilà, il fait un espèce de mixte entre l'éclair, qui est vraiment pensé vers l'avant. Finalement, on peut penser que c'est peu ergonomique, mais c'est aussi quelque chose, comme tu le disais, qui peut être pensé comme ça, où il y a tout l'imaginaire de l'instrument, quand même, du revolver pour des caméras 8 mm Super 8 plus légères, où c'est le corps qui est quand même à chaque fois mis en avant. Je ne sais pas si je réponds à la question. Oui. Bon. Effectivement,
la question du poids de la caméra importe. Enfin, là, tu n'évoquais pas le poids, mais cette espèce d'effacement comme ça des répercussions des mouvements du corps avec le Steadicam. C'est effectivement une toute autre démarche que celle qui a été développée par les gens du cinéma direct et après, et même encore avec Johan van der Keuken, par exemple, qui insiste sur l'importance du poids de la caméra à cause de ce que ça va avoir comme implication esthétique de la présence du corps, de cette formule bien connue, hein, que avant tout, il documente sa présence physique, donc, qui est dans la continuité, bien qu'il ait refusé, bien sûr, de s'inscrire dans la logique du cinéma direct, mais néanmoins, par ce rapport particulier qu'il avait à la caméra, il a été totalement dans cette continuité et il a affirmé donc peut-être quelque chose qui est à l'opposé de ce que le Steadicam peut proposer. Aujourd'hui, les gens qui s'inscrivent encore et dans la logique du cinéma direct n'aiment pas le Steadicam. Hein. Ça, ah oui, oui, il y a vraiment une... oui, parce que voilà, il y a cet effacement comme ça. L'extrait, je vais me donner sur le maçon, c'était dans ses cours. Et ce que j'ai trouvé étrange, il parle beaucoup de l'atome, ce qu'il disait, mais il dit par contre le Steadicam, c'est le seul appareillage qui est potentiellement à ne pas proscrire, parce qu'il y a encore un appareillage au corps, et donc il fait un lien entre le physique et le physiologique. Quoi. Il y a quelque chose de physiologique encore dans le Steadicam, mais le reste, non, c'est... voilà. Mais effectivement, on est quand même très loin de... C'est plus la même chose. Sur la question du corps, vraiment, Michel a été un modèle à ce titre-là. Je pense qu'il avait lui-même une pratique physique, il s'exerçait beaucoup. Ce que montre dans Mario Ruspoli dans Méthode 1, il l'a vu faire, hein, c'était de marcher, de reculer, d'avancer, etc. Et moi, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Jean-Yves Le Tacon récemment dans un festival en Bourgogne, où il donne tous les jours dans ce festival des cours de gym de l'opérateur, de gymnastique de l'opérateur, et il revendique explicitement l'affiliation avec Michel Brault, en passant par Jean Rouch et la formation à Nanterre qu'il a formée, dans laquelle lui-même a été formé. Et la relation, lui, il fait du tai chi, et donc voilà. Cette glorification du corps, alors je ne sais pas si j'emploierais glorification, mais en tout cas, cette importance de la présence du corps, de l'incarnation de la caméra, vraiment, elle continue d'être valorisée. Je voulais juste... Sauf s'il y a bon, je vais juste dire un tout petit mot, mais c'était de toute façon pour prolonger ça. Je trouve il y a vraiment, même esthétiquement, deux choses très différentes, dans le sens voilà, où le Steadicam va effectivement dans l'effacement de la part humaine dans l'image. Et moi, ça me fait penser, par exemple, quand on voit maintenant beaucoup de gens qui travaillent avec des appareils photo. Et en fait, il y a toujours l'idée de rajouter un rig, de rajouter quelque chose, en fait, d'alourdir l'appareil pour fluidifier le mouvement. Est-ce qu'il y a un peu la même chose enfin voilà, il y a une idée d'un côté de chercher la fluidité, de chercher une certaine lourdeur, et aussi un aspect professionnel. Alors là, je dis ça de manière très rapide, il faudrait bien sûr réfléchir, mais voilà, il y a l'idée de chercher quelque chose de très professionnel, puisque il y a un imaginaire de la fluidité, voilà, du travelling lentement, et donc de l'élaboration. Et il y a de l'autre côté quelque chose de plus heurté. Voilà. D'ailleurs, c'est un peu générationnel quand même, hein, parce que les étudiants, eux, aiment bien le Steadicam, les jeunes étudiants. Ils trouvent ça très confortable, cet effacement, cette fluidité. Et il y a donc un espèce de réflexe pédagogique d'arrière-garde qui dit de dire oui, mais voilà, il faut pour apprendre, il faut sentir, le poids de la caméra et la présence du corps. Et ça, donc, pour revenir à Keuken, c'est Vacances prolongées hein, qui thématise ça, hein, le passage, parce qu'il est malade, de la tonne à une caméra plus légère et les problèmes que ça lui pose. Benoît arriverait à poser sa question en 15 secondes. On est vraiment à écran pour poursuivre l'échange à la pause. Je ne sais pas si les organisateurs ont un avis sur la chose. Non, on prend 5 minutes. Comment on prend 5 minutes. 5 minutes de pause, non. On prend une autre question. Non, c'était juste pour dire qu'il y a quelque chose de formidable dans le développement technique de la Aton 7, qu'on voit se déployer là, et puis toutes ces sources donnent bien le développement de ça, mais
il y a quelque chose qui pour moi manque un peu, c'est le positionnement commercial de Hatton, et notamment le fait d'assumer de faire des machines professionnelles, ça vous l'avez souligné tous les deux, mais donc des machines chères. Et les machines à Hatton sont des machines chères. Et là, dans les années 70, ce sur quoi je reviendrai un peu, puis que tu as déjà un peu évidemment posé, Boviala est impliqué dans des projets qui sont liés au Super 8. On en a déjà parlé aussi, Vanessa. Et l'idée là, si on veut faire des machines participatives qui peuvent aller en Amérique du Sud et tout, les gens qui vont aller en Amérique du Sud pour faire des films participatifs, c'est pas des gens qui ont l'argent de se payer une Aaton. Donc ça a été utilisé par des chaînes de télévision parce que c'est des caméras chères. Donc à un moment, entre le positionnement commercial de Aaton et l'idéal politique qu'il dit, est-ce qu'il n'est pas là le paradoxe? Est-ce qu'à un moment, c'est pas dans cet enjeu-là que finalement il y a un truc à chercher? Est-ce qu'il n'a pas trahi l'idéal participatif parce qu'il aime les belles machines, parce qu'il aime que ça marche parfaitement, que ce soit hyper fixe, que ce soit hyper stable, silencieux et tout ça? Est-ce que finalement, les débuts de choses qu'ils ont pu faire avec Rouge à la fin des années 60, 70, que tu as mentionné, finalement, voilà, la question participative, ça a été un moment moins important pour lui que de faire des belles machines. Répondre en partie, après je vous laisse sur les... parce que moi je ne connais pas bien le travail de Boviala par ailleurs, donc je vous laisserai. Mais effectivement, ce qu'on voit apparaître, par exemple, autour de mon travail sur Varan et cette configuration-là, c'est qu'il y a eu un moment où Rouch a pensé que Boviala allait travailler dans la direction du Super 8, hein, on en a parlé un petit peu. Il l'a dit, on lui a fait, voilà, on a formulé des demandes, on a dit, voilà, à partir de Maputo, du Mozambique, voilà ce qu'on cherche. On ne cherche pas un matériel professionnel cher, il ne faut pas que ça soit lourd. Et la vidéo, quand la vidéo est advenue, ça posait aussi des problèmes à leur mode de fonctionnement, notamment à cause de la maîtrise des rushs, c'est-à-dire c'était important que les étudiants maîtrisent les rushs, donc la vidéo c'était trop le flux, il fallait structurer la pensée des stagiaires dès le dérochage, et donc il fallait que les rushs soient courts. Encore aujourd'hui, on donne des cartes mémoire courtes aux étudiants pour éviter, hein, voilà, pour la maîtrise des rushs. Donc il y avait ce problème-là avec la vidéo. Il y avait le problème avec la vidéo qu'on ne pouvait pas projeter sur grand écran, enfin en tout cas au début à tout un village dans des bonnes conditions. Et donc il y a eu ce discours vidéo ou Super 8 qui était vraiment une tension très importante dans les discours de Rouch entre 1978 et 1982. Et on voit à ce moment-là qu'il pensait vraiment que Boviala allait aller du côté du Super 8. Et je pense que l'implication de Boviala à Varan jouait ce rôle. C'est-à-dire que c'était le lieu d'expérimentation du Super 8 et des potentialités du Super 8 avec Rouch. Et qu'à un moment donné, alors moi je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas s'il a préféré les grosses machines. En tout cas, Boviala a pris une autre direction. Apparemment, enfin, c'est moi ce que je peux observer sans connaître son travail dans les détails. Mais il y avait tous ces enjeux qui sont aussi les enjeux, voilà, à ce moment-là, de la vidéo ou le Super 8 et qu'est-ce que ça impliquait en termes de moyens, en termes de... En plus, bah, c'est justement sur ça que j'allais revenir. C'est effectivement la même chose avec Godard. Ce qui est intéressant aussi sur le millimètre, moi, ce que j'ai trouvé, du moins au niveau de ses discours, il dit, il me semble que 188, il dit qu'en fait, il n'a jamais travaillé dessus. Il dit en fait, voilà, voilà, ouais, voilà. Mais en tout cas, ce qu'il dit en 88, c'est, il dit, moi, ça m'intéresse pas parce qu'en fait, on peut rien faire avec, quoi. Il dit, en fait, c'est pas pratique. Et il repousse ça, justement, donc on en revient vraiment sur votre question, du côté de l'amateur, en fait. Il dit, voilà, ça, en fait, il y a des avantages, mais c'est pas possible. Et on retrouve ça avec Godard, en fait. En gros, il dit, voilà, lui, quand il raconte ça, il dit, voilà, ce qui a intéressé Godard chez moi, c'est que j'étais entre les deux, quoi. C'est cette idée aussi que je développais dans mon travail de mémoire, du coup, qu'en fait, il cherchait une place entre les deux, pour le dire rapidement, amateur et professionnel. Il cherche toujours, en fait, une voie du milieu. Et à un moment, Godard lui dit, bon, bah non, en fait, toi, tu es du côté des industriels, quoi. Donc effectivement, et c'est la lettre manuscrite qui est publiée à la fin de leur échange, qui est extrêmement, je trouve assez violente, quoi, publiée pleine page, où il dit, voilà, en fait, en gros, tu avais un peu le choix, moi je pensais que tu étais du côté des artistes,
pas du côté des industriels, et en fait, tu es un industriel. Donc je pense qu'en fait, il y a toujours cette tension. Lui, il dit qu'il a été forcé, voilà. Ça, il dit, en fait, il dit, je voulais faire cette caméra pas chère, participative, voilà, mais on peut pas le faire sans argent. Donc il faut d'abord gagner de l'argent, et ensuite, on finance ça. Et donc après, là, ça n'engage que moi, mais en tout cas, voilà, ça a été fait. Et ensuite, il n'y a pas eu de la suite, voilà. Mais après, évidemment, c'est plus compliqué, mais voilà. En tout cas, ce qu'il disait à un moment, c'était ça. Il faut de l'argent pour le faire. J'ai pas envie de le dire comme ça, mais à un moment, il a eu l'argent, il l'a pas fait, mais c'est plus compliqué, évidemment, mais voilà. Mais il dit aussi même à un moment, pardon, excuse-moi, il dit à un moment, pareil, qu'il a jamais travaillé avec Rouge. Moi, j'ai vu ça. Donc, vraiment, alors qu'on a des, alors que même était publié dans les cahiers un peu avant des photos d'eux ensemble en train de rigoler. Ouais. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est parce qu'on n'avait pas internet pour les chercher. Mais bon, mais en tout cas, voilà, il dit non, non, moi, je n'ai jamais travaillé sur le 8, jamais travaillé sur Rouge. Je te laisse. Moitié des années 70, je sais plus, où Boviala, par contre, il rejette pas le Super 8, il en parle. Il dit oui, potentiellement, il y a quelque chose d'intéressant, il y a une chaîne à développer. Et en fait, il y a une rupture. J'ai trouvé ça dans Sonovision, plusieurs. Ouais. Dans Cinéma 75, il y a une annonce comme quoi il travaille sur. Et je crois que c'est au moment du colloque de Thonon, peut-être en 74, 76, voilà, où là il en reparle, mais non, c'est tout le paradoxe de en fait, d'être une société, une entreprise, c'est qu'à un moment donné, et c'est rigolo parce que Boviala, il rejette aussi la faute sur les documentaristes qui n'ont jamais acheté ces caméras, qui n'ont pas d'argent, et je trouve que la poignée à Aton, enfin la poignée de la Aton 7, pour moi, c'est le symbole même de je veux attirer en fait l'attention, mais en même temps, j'ai un bois qui est précieux et c'est une caméra, c'est une pierre précieuse, quoi. Voilà. Mais en même temps, il a su s'adapter à. Il ne le dit pas comme ça. C'est vrai que tout le discours d'Aton vise comme ça un cinéma direct, etc., mais qui répond à des problématiques liées à la télévision. Donc, c'est pour ça qu'ils ont été achetés facilement. Merci. Je vous invite donc à aller à la pause et de